Bonsoir à toutes et à tous. On va commencer sur cette première table ronde sur la sécurité du futur, vers un nouveau monde industriel et de nouvelles exigences citoyennes. J'ai le plaisir d'avoir avec nous Cédric Bourrier, qui est le directeur général de la prévention des risques au ministère de l'écologie. Nicolas Mayer-Rossignol, je les cite de gauche à droite pour moi, qui est évidemment le président de la métropole Rouen-Normandie et maire de Rouen. C'est évident. Voilà. Je pense que tout le monde le sait, c'est pour ça que je disais évident. Laurence Poirier-Dietz, qui est directrice générale de GRDF. Merci. Guillaume Faury, Chief Executive Officer d'Airbus. Et Marie-Lise Léon, qui est secrétaire générale de la CFDT. Merci d'être avec nous et je vous propose immédiatement qu'on partage un tout petit film pour lancer la table ronde. Cela fait 20 ans que l'ICSI et la FONCSI fédèrent une communauté d'organisation autour des risques industriels. Et depuis 20 ans, la question des facteurs organisationnels et humains, ainsi que celle de la culture de sécurité, ont été centrales. Mais depuis quelques années, la gestion de la sécurité devient de plus en plus complexe au sein d'entreprises qui doivent s'adapter dans un monde industriel en pleine mutation. Les entreprises se recentrent sur leur cœur de métier et doivent de plus en plus sous-traiter ou s'associer pour mener à bien leurs activités. Ce travail en réseau questionne la place de la sécurité, de son pilotage et de son partage. Elles sont marquées par l'arrivée des outils numériques, particulièrement des outils intelligents qui servent cet objectif de transformation, mais qui remettent aussi en question la confiance des opérateurs, leurs compétences et leur formation. Une plus grande complexité implique aussi plus de co-responsabilité entre les industriels et leurs tutelles. On passe d'une logique de règles et de contrôle relevant exclusivement des autorités nationales et européennes à une gestion plus partagée de ce contrôle par les acteurs industriels eux-mêmes, tout en conservant les mêmes objectifs d'excellence en sécurité. Enfin, et de manière notable, les riverains sont de plus en plus attentifs à leur environnement direct et aux nuisances potentielles liées à la cohabitation avec les entreprises industrielles. S'adapter rapidement à tous ces changements devient alors un enjeu majeur. On le sait, la sécurité est un élément sur lequel on ne peut ni transiger ni négocier. Sa place est devenue centrale aux yeux des citoyens. Ils attendent qu'elle se tienne dans un espace neutre, protégé, transparent et performant. Alors, quand on est une entreprise, comment inventer demain une nouvelle place à la sécurité tout en répondant à ses propres enjeux de mutation ? Certainement faut-il remettre en question les conceptions fondamentales autour de la sécurité de ces 20 dernières années. Accepter de regarder les choses sous un angle différent. C'est pourquoi l'ICSI et la FONCSI veulent continuer à offrir un lieu privilégié et renouvelé pour ces questions, en animant les réflexions entre toutes les parties prenantes et en accélérant le partage des bonnes pratiques et des bonnes idées sur ces nouveaux sujets. Alors vous l'aurez compris, cette première table ronde porte sur la complexification du travail, la transformation des environnements, les nouveaux défis, les exigences citoyennes et évidemment les conséquences globales sur le travail. Et je commence immédiatement en me tournant vers Guillaume Faury. Vous êtes le PDG d'une des plus grandes sociétés françaises et européennes. Et vous êtes l'archétype d'une compagnie mondiale aussi. Vous êtes soumis à la complexité des marchés, des entreprises, des réseaux. Vous avez aussi une expérience personnelle, une sensibilité sur la sécurité au travail, mais évidemment là, c'est une entreprise qui a un produit qui nécessite une énorme sécurité. Quels sont les grands défis de l'entreprise pour une meilleure adaptation à cette complexité? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Bien, tout d'abord, bonsoir et merci de me recevoir ici. Bonsoir à toutes et à tous. Un grand plaisir de pouvoir intervenir un petit peu sur un sujet qui est le principal sujet pour le patron d'une entreprise qui fait des avions, des hélicoptères, donc des objets qui transportent des passagers dans un environnement qui est quand même a priori hostile. Aujourd'hui, l'avion, c'est le moyen de transport le plus sûr pour aller d'un point A à un point B sur la planète, et en fait d'assez loin, alors qu'on transporte des gens à plus de 10 000 mètres d'altitude, à plus de 1000 km/h, il fait moins 50, moins 60 degrés dehors.
Donc les conditions d'environnement, pression et de température, comme on dit chez nous, sont quand même exigeantes. La sécurité chez Airbus, c'est évidemment la sécurité au travail. Je vais peut-être moins m'y attacher, non pas que ce ne soit pas important pour nous, c'est très important. Je vais juste en dire quelques mots, mais c'est, je pense, quelque chose de plus habituel ou de plus partagé avec beaucoup d'entreprises. Et puis la sécurité aérienne, qui est vraiment ce qui nous est très spécifique et peut-être où je vais plus répondre à votre question à ce moment-là. La sécurité au travail, c'est très important parce que c'est la sécurité au travail, c'est la sécurité des employés, donc les employés de l'entreprise. C'est aussi en fait une opportunité extraordinaire pour nous sur la sécurité aérienne, parce que c'est là où on peut inculquer une culture de la gestion du risque, de la rigueur dans l'exécution, du respect des règles, de l'amélioration permanente de ces règles. Et donc, ce n'est pas seulement un sujet de gestion du risque au travail, c'est aussi une façon de développer l'ensemble du corps social de l'entreprise sur d'autres sujets de risque, et en particulier le risque aérien. Alors, ce qui nous caractérise par rapport à d'autres entreprises, c'est effectivement notre métier principal. Les chiffres sont quand même... quelques chiffres sont intéressants à avoir en tête. Les Airbus, qui sont en service aujourd'hui chez nos clients, transportent 5 millions de passagers par jour. Donc l'exposition au risque, c'est 5 millions de passagers par jour. Au moment où on se parle, il y a environ 400 000 personnes en vol dans un Airbus. Et il y a un mouvement toutes les secondes. Donc les chiffres... sont pas en notre faveur, entre guillemets. Donc, du coup, il faut arriver à des niveaux de performance par vol, par mouvement, qui sont très exigeants. L'aviation a fait cette révolution après avoir réussi à mettre en vol les avions. Le principal sujet auquel on a immédiatement été confronté, ça a été celui de la sécurité. Et la sécurité en vol, au début de l'aviation, c'était vraiment très mauvais. Et personne ne croyait qu'on arriverait un jour à faire quelque chose qui soit à ce niveau de performance. On y est arrivé par un système de sécurité. Un système de sécurité, c'est des règles qu'on fait évoluer au fur et à mesure, une façon de s'assurer qu'on respecte ces règles. C'est de l'humain et de l'humain. Chez Airbus, on a vu un certain nombre de phases se succéder, à la fois dans la technologie des avions, pour arriver à faire des avions de plus en plus sûrs, mais aussi et surtout dans la compréhension de ce que c'est que gérer de la sécurité aérienne. Et à une époque, on parlait de sécurité du produit chez nous. Maintenant, on parle de la sécurité des opérations, fleet safety, la sécurité et aviation safety. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'on est complètement sorti du paradigme de regarder ce qui est purement sous notre propre responsabilité pour s'attacher au résultat final et regarder sur l'ensemble des risques qui pèsent sur le résultat final, avec qui on a besoin de travailler, comment on a besoin de travailler, quelle nature de problèmes on peut résoudre ou contribuer à améliorer. Et donc aujourd'hui, on travaille évidemment énormément avec les compagnies aériennes qui opèrent les avions de façon très collaborative, parfois un peu intrusive, parfois très intrusive, parce que la diversité des compagnies aériennes est importante. Elles opèrent dans des environnements qui n'ont pas toujours le même niveau de compréhension, d'appréhension de ce que c'est que le risque et de capacité à l'accepter ou pas. Mais les aéroports, les régulateurs, les prestataires de services, les sociétés de MRO, donc d'entretien d'avions. Et à la fin, c'est cette animation permanente de la coopération, du partenariat, de l'analyse de risque, du progrès, qui fait qu'on arrive à traiter les risques, on espère, de mieux en mieux. Et le seul objectif qu'on considère pertinent, c'est le zéro accident. Et ce qui paraissait il y a une dizaine ou une quinzaine d'années théorique, quand je citais le zéro accident, les gens souriaient. Pas trop fort, parce qu'ils savaient que ça ne me faisait pas plaisir, mais ils souriaient un peu quand même. Aujourd'hui, ça fait depuis 3 ans, c'est la 3e année d'affilée, qu'il n'y a pas eu d'accident mortel avec un Airbus dans le monde entier, malgré une flotte de plus de 10 000 avions. Et à une époque, on ne pensait jamais qu'on aurait un an sans accident. En fait, ce n'est pas tout à fait vrai. D'ailleurs, on a eu 2 accidents mortels avec des morts au sol. Pourquoi? Parce qu'il y a des véhicules qui sont rentrés sur la piste alors que l'avion était en phase de décollage ou d'atterrissage. On voit que le risque, en fait, il faut l'étendre au-delà même des opérations aériennes. Il faut aller sur les opérations au sol si on veut continuer à traiter ce type d'accident.
Voilà, donc toujours essayer d'aller plus loin et de regarder le résultat final avec un niveau d'ambition qui doit être très élevé, parce que c'est celui-là qui tire les actions, la culture, l'attention des gens. Et dès qu'on croit qu'on est arrivé, alors on commence à avoir des problèmes. Et là, il y a le panneau qui me dit « c'est terminé, il faut arrêter », donc je m'arrête là. Merci, mais je reviendrai vers vous sans doute pour d'autres questions sur votre supply chain ou sur toutes les composantes qu'il faut sécuriser en même temps et qui sont complexes. Je me tourne vers Laurence Poirier-Dietz. Laurence Poirier-Dietz, vous êtes directrice générale de GRDF, le réseau de distribution du gaz. Et comme pour Airbus, on imagine que la complexité croissante des terrains à couvrir est votre quotidien avec le défi, la maîtrise de toute la chaîne des entreprises que vous avez à gérer. En même temps, votre défi de sécurité va sans doute au-delà avec une dimension de service public. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus sur ce sujet ? Oui, bonjour et merci Alexis de cette invitation. Je suis ravie moi aussi de venir parler sécurité. Pour nous, opérateurs gaziers, alors on exploite 206 000 km de réseau en France, 11 millions de clients, de compteurs. Donc ça veut dire que, et dans 9500 communes, et donc ça veut dire que la particularité pour nous, c'est d'avoir non pas un site industriel, mais le domaine public pour travailler. Donc c'est tout à fait ce qui vient d'être dit, ça veut dire qu'on travaille avec les collectivités locales, qui sont les concédants, avec les riverains et leurs activités, avec les professionnels qui sont ceux qui interviennent dans les installations chez les clients, avec les entreprises et autres. Donc ça veut dire qu'on a en fait deux grands sujets, deux grands enjeux. C'est d'assurer la cohérence et la coordination entre tous ces acteurs pour que la sécurité soit évidemment au rendez-vous tous les jours, à tous les instants. Et puis le deuxième enjeu, c'est de suivre, parce que c'est un peu difficile parfois d'anticiper, mais en tout cas d'être au plus près des évolutions de la société. Alors si je peux citer un ou deux exemples de ce qu'on peut faire pour aller vers plus de capacité à anticiper des risques et à maîtriser notamment dans les travaux. On a par exemple développé des outils avec l'intelligence artificielle qui nous permettent d'identifier lesquels des chantiers en voirie, pas forcément des travaux de GRDF d'ailleurs, mais des travaux à proximité des réseaux, qui soient d'autres maîtres d'ouvrage ou d'autres entreprises, parce qu'on a des algorithmes qui ont permis de détecter ceux qui paraissaient le plus sensibles. Donc c'est donc ceux sur lesquels on va évidemment se déplacer un peu plus ou avoir plus de proximité avec les entreprises qui les opèrent. On a aussi travaillé sur des sujets de formation pour que cette compréhension des ouvrages, de là où ils se situent, avec des exemples qu'on a développés pour les entreprises de travaux. Et puis, évidemment, on collabore avec le ministère à faire évoluer l'ensemble des prescriptions, de la manière dont on travaille à proximité des réseaux, dont on a finalement notre réglementation gaz. Ça, c'est un peu le premier sujet que je voulais évoquer. Le deuxième, c'est l'évolution sociétale. Alors là, qu'il s'agisse de nos collaborateurs ou plus globalement de la société en général. Et là, cette complexité, elle est là aussi parce qu'il faut faire évoluer notre façon de travailler. Les salariés ne sont plus engagés de la même manière, ne sont plus formés de la même manière. Donc, peut-être un exemple pour les collaborateurs qui est d'avoir changé nos modes de formation avec de la réalité augmentée, du digital. Et puis, dans ce qui concerne les évolutions de la société, malheureusement, c'est le travail autour des risques et incivilités et des agressions dont nos collaborateurs font l'objet, que ce soit au téléphone ou en physique. Et là, on est aussi amené à travailler en amont avec la collaboration dans les collectivités et dans les quartiers sensibles, par exemple, avec des médiateurs et des associations, pour mieux travailler dans nos activités, pour choisir nos horaires d'intervention notamment, et puis aussi pour accompagner les collaborateurs quand ça se produit, pour évidemment former. Voilà. Donc oui, la sécurité, ça recouvre évidemment beaucoup de choses. Parce que notre façon de travailler et notre domaine, finalement, c'est le domaine public. Donc, c'est l'interface avec l'ensemble de la société civile. Merci. Là encore, je reviendrai, je pense, dans les questions qui suivent. Mais je vais me tourner maintenant vers Nicolas Mayer-Rossignol. Dans une suite, je pense qu'il apparaîtra logique.
Bon, vous êtes le président de la métropole Rouen-Normandie, vous êtes le maire de Rouen, et on parle, dans le fond, on évoquait de la sécurité globale, sociétale, envers le risque, et c'est votre quotidien avec vos administrés. Le rapport au risque industriel change probablement chez vos concitoyens, comme souvent dans le reste du monde. Comment abordez-vous ce sujet avec eux et avec les entreprises qui sont sur votre secteur ? Merci beaucoup. Je voudrais d'abord remercier l'ICSI pour cette invitation. C'est un privilège pour moi d'être avec vous aujourd'hui. Alors, à plusieurs titres, je dois dire, parce qu'il se trouve que la métropole Rouen-Normandie a une collaboration avec l'ICSI. Je voudrais dire aussi le plaisir que j'ai d'être à côté de Cédric, puisqu'on a été ensemble au Corps des Mines. On a fait notre formation ensemble. Et saluer André-Claude Lacoste qui est là et qui était un de nos mentors et un de nos professeurs à l'époque. Il s'occupait de l'ASN, si je ne dis pas de bêtises. Et puis, si je puis me permettre un peu d'autodérision, on était ensemble dans notre formation. Vous voyez qu'à partir du Corps des Mines, on peut faire une brillante carrière ou sombrer au Parti Socialiste. Ça vous donne l'éventail des possibles. Non, mais on a le droit. Quand on a une espèce en voie de disparition, on a le droit de faire de l'autodérision, de l'humour. Voilà. Bon, je redeviens sérieux parce que mon temps est compté moi aussi. Alors, je vais commencer par un exemple concret. Vous l'avez dit, je suis maire de Rouen et j'ai été auparavant président de région. J'ai été candidat aux élections municipales au moment de l'accident de Lubrizol. Je ne dis pas ça pour particulariser Lubrizol. Pour être précis, c'était Lubrizol Normandie Logistique. Mais enfin, c'est un incendie, une explosion. Je pense que tout le monde en a entendu parler. Même si Jacques Chirac est décédé le lendemain, ce qui est à notre grande dame, parce que pour une fois qu'on parlait de Rouen et qu'on s'intéresse... Bon, je plaisante. 10 000 tonnes d'hydrocarbures, un nuage de 22 km/6, etc. etc. Et alors, je passe sur le contenu du sujet, sur le fond, mais du point de vue citoyen, cet élément a évidemment été un marqueur, à vrai dire le marqueur, et c'était plutôt sain, au risque de vous surprendre, de la campagne municipale et métropolitaine. Parce que pour le coup, ça a mis dans l'air, sans mauvais jeu de mots, l'enjeu de la sécurité industrielle. Et l'anecdote, c'est que littéralement, comme candidat, mais tous les candidats pourraient vous dire la même chose, et comme maire encore aujourd'hui, j'ai eu, pour caricaturer à peine, mais franchement c'est à peu près la réalité, à la fois des citoyens qui me disaient « Mais ah bon, mais il y a des usines à Rouen ? Mais enfin, on ne m'avait pas dit quand j'ai signé ma maison, etc. » Bon. Alors en plus, avec le Covid, tout ça s'est plutôt amplifié, parce que nous faisons partie de ce cercle des grandes villes dites villes cathédrales, comme Chartres, Amiens, etc. Et beaucoup de franciliens ont acheté ou louent ou se sont déplacés pour profiter effectivement de villes plus sympathiques, plus agréables, plus attractives que beaucoup d'autres sans doute, mais sans forcément savoir l'histoire et le contenu. En l'occurrence, si on regarde Lubrizol est ici à Rouen depuis 1956 et c'est pas Lubrizol qui a bougé, c'est la ville qui s'est déplacée vers les sites industriels. Et puis de l'autre côté du spectre, on avait des citoyens qui nous disaient bon enfin une usine qui brûle, c'est pas la première, c'est pas la dernière à Rouen, et c'est pas si grave, quoi. Non. Évidemment, dans les deux cas, ce sont des archétypes et des caricatures. Mais ça montre, et ça je pense que c'est le premier point qu'il faut dire, que le sujet de l'association, de la participation, de la concertation citoyenne, c'est un sujet qui est constamment en mouvement. Parce que la population change, la démographie change, et les attentes citoyennes changent. Et c'est peut-être évident, mais je préfère le dire parce qu'on peut avoir tendance, et je le dis pour les élus, à considérer qu'à partir du moment où on est élu, bon ben voilà, la population elle a été figée, on l'a dit, et donc tout le monde est au courant. Pas du tout. Et donc il faut sans cesse remettre l'ouvrage, etc., etc. Premier point. Deuxième point, je vais très vite, dialoguer et échanger avec les citoyens comme ce qu'ils sont, c'est-à-dire des adultes. Et là, c'est le scientifique de formation qui parle, et au risque de vous provoquer un petit peu, mais je pense qu'il faut le dire, trop souvent, dans la communication, et notamment industrielle, il y a une espèce d'atermoiement, ou la communication administrative et des collectivités ou des pouvoirs publics, entre l'excès de technicité incompréhensible et la langue de bois. Dans les deux cas, ce n'est pas très satisfaisant. Je vais encore donner un exemple, et n'y voyez pas d'attaque, mais au moment de Lubrizol, c'est assez notoire pour que je puisse le dire ici publiquement, un des éléments de communication a été « il n'y a pas de toxicité aiguë ». Rationnellement, pour un ingénieur, il n'y a pas de toxicité aiguë veut dire quelque chose. Pour un citoyen, c'est incompréhensible. Et donc, on a un sujet de culture scientifique qui est notoirement en France sous-développé, de formation, qui est absolument essentiel.
Et donc de la transparence qui va avec, évidemment. Je pense qu'on a tout à gagner à être beaucoup plus transparent, à condition de mettre le paquet sur la formation et l'éducation, et tout au long de la vie, et pas uniquement dans les filières les plus prestigieuses ou les plus scientifiques ou les plus... Dernier point, la permanence dans l'association et la fluidité des échanges entre les pouvoirs publics, les citoyens et les entreprises. On manque de plateformes qui permettent ces échanges entre ces trois catégories, au moins. Donc voilà, en très résumé, le citoyen, c'est une entité mouvante qui change tout le temps et qui a des attentes qui changent. Et on pourrait parler du changement climatique qui modifie aussi la perception du risque, parce que risque, il y a risque et risque. Chez nous, il y a les risques industriels, il y a aussi les risques naturels, le risque inondation. Le citoyen, c'est un adulte et il doit être considéré comme tel. Et puis, il ne faut pas opposer les différentes catégories, mais au contraire les rassembler. Merci. C'est une apologie des systèmes vivants, mais c'est sans doute extrêmement important de pointer le point. Et ce n'est pas Maryse Léon qui me dira le contraire, parce que les systèmes sont aussi dans l'usine, les systèmes vivants. Vous avez une expérience, vous êtes évidemment la nouvelle secrétaire générale de la CFDT, vous avez une expérience considérable dans le domaine de la sécurité du travail. Tous les intervenants précédents pointent les questions de complexification, et sans doute il y a des conséquences sur les travailleurs. Travailler en réseau d'entreprise, certaines sont grandes, d'autres sont petites, certaines sont riches, d'autres sont moins riches. Comment une grande centrale syndicale voit-elle les effets de cette complexification et les défis sociaux de convergence pour le mieux travailler ensemble dans tout ce réseau qui se met en place quotidiennement? Alors, vaste sujet, bonsoir, merci de votre invitation. Je n'ai pas l'habitude de parler forcément de moi et de mon expérience, mais alors peut-être que la salle est très intriguée par cette expérience considérable en sécurité. Vous n'avez pas lu ma bio avant de venir, j'espère pour vous. En fait, il a été question de Lubrizol. Moi, mon engagement syndical, c'est AZF. Voilà, ça plante un peu le décor. Et la volonté, voilà, de m'investir syndicalement et d'en faire un engagement total, c'est suite à l'accident d'AZF en 2001 et une conviction que j'avais en tant que responsable sécurité environnement, parce que c'était mon vrai métier. Syndicaliste, ça l'est aussi, je vous rassure, mais c'est pas tout à fait de même nature. Et une conviction quand je travaille en milieu industriel que il y a un enjeu, un élément qui était totalement invisible, qui était assez peu mis en lumière ou en tout cas qui faisait peu l'objet de discussion, c'est les enjeux du travail. Alors, vous allez me dire, en tant que syndicaliste, c'est un peu... On a beaucoup de débats autour des questions d'emploi, mais les questions de travail, je pense, demeurent insuffisamment prises en compte. Et dans le cadre de mon métier, j'ai eu cette conviction d'avoir eu à travailler avec des industriels, de voir de magnifiques études d'impact, de très beaux dossiers de demande d'autorisation pour des installations classées. Et quand j'allais dans les usines et faire le petit tour des équipes, ce qui était écrit n'était pas tout à fait ce qui était vécu au quotidien. Et la conviction que j'ai, c'est que ça passe par le travail, bien entendu, mais que les opérateurs, les opératrices, les travailleurs sont les premiers garants en fait, de la sécurité et qu'on aura beau avoir un dossier extrêmement fourni et bien documenté scientifiquement, si on ne regarde pas d'un peu plus près ce qui est la réalité du travail, on passe à côté d'un certain nombre d'éléments. Et ça a été, voilà, donc, dans la complexification, la complexité, je pense qu'il faut qu'on soit lucide. Il n'y a pas de réponse miracle ni de solution standard qui permettent de résoudre tous les problèmes, mais s'intéresser au contenu du travail réel et donc des conditions de travail, de l'organisation du travail, tout ça contribue à ce qu'a permis d'ailleurs la création de l'ICSI il y a quelques années, il y a 20 ans, de pouvoir mettre en lumière et de se dire il y a un enjeu fondamental d'aborder les questions de sécurité d'un point de vue des facteurs humains et organisationnels. Voilà, ça c'est une conviction que je partage et que vous partagez, je pense, avec une complexité qui est croissante, des écosystèmes qui bougent, des risques qui évoluent, des interfaces de plus en plus nombreuses, et vous savez aussi bien que moi, plus il y a d'interfaces, plus il y a de risques, et donc de probabilité de survenue d'accidents. Et donc, moi, j'ai
donc ça c'est très CFDT. À part, alors il y a la question de la concertation et du dialogue en continu. Il faut aussi qu'on puisse avoir un dialogue dans les entreprises sur ces questions de travail. Et je pense que l'une des clés aussi dans ces évolutions d'écosystèmes, c'est de pouvoir nouer des espaces de dialogue entre entreprises, ce qu'on appelle nous du dialogue de site, parce qu'aujourd'hui, les espaces et les périmètres des risques ne sont pas les périmètres des entreprises. Et donc, lorsqu'il y a de la coactivité, par exemple, il y a des interfaces, il y a des risques nouveaux qui surviennent, notamment liés à des questions organisationnelles. Et donc, il faut que ça puisse être intégré et donc, au quotidien, régulièrement réinterrogé pour voir comment ces risques sont pris en compte et comment concrètement l'ensemble des dispositions qui peuvent être pensées et réfléchies sont bien mises en œuvre. Je pense que c'est un des sujets importants. Et on ne peut pas exclure le dialogue de l'entreprise avec les citoyens. Moi, il y a un élément qui m'a énormément marqué au moment d'AZF, c'est la question de l'acceptabilité sociale d'un site industriel dans une ville, dont les 3/4 d'ailleurs des riverains pensent que c'est l'usine qui s'est invitée dans la ville. AZF, c'était exactement la même situation que Rouen, une ville qui s'est étalée, c'est pas très joli comme terme, mais c'est un peu comme ça que ça s'est passé, et une violence extrêmement forte que les collègues et les camarades d'AZF CFDT portaient à bout de bras, puisque eux ont vécu au plus près l'accident. Les principales victimes en nombre, entre guillemets, sont des salariés de l'usine. Et une fois que l'accident s'est produit, très vite, il y a eu un enjeu autour de l'emploi, de dire comment on redynamise le site, comment on réindustrialise. Et là, il y a eu un dialogue totalement très conflictuel avec une population qui ne voulait plus entendre parler de sites industriels à proximité de leurs habitations, à juste titre d'ailleurs. Et donc, il faut à la fois pouvoir avoir ce dialogue avec les citoyens en continu et articuler ce dialogue dans l'entreprise et ce dialogue vers l'extérieur. Donc c'est la prise en compte de l'ensemble des parties prenantes et faire en sorte qu'il y ait des espaces de discussion dans un cadre apaisé qui permettent de prendre en compte l'ensemble des contraintes et permettent de faire en sorte qu'il y ait travailler toujours et encore cette question de l'acceptabilité sociale de l'industrie. Et je pense que le gouvernement a un grand plan de réindustrialisation. Si elle se fait au service de la transition écologique, très bien, mais ça veut dire qu'il faut pouvoir justement travailler sur cette question de l'acceptabilité. Merci. Et je passe la parole à Cédric Bourrier, qui est le directeur général de la prévention des risques au ministère de l'écologie, en tant que tel le garant de l'État, évidemment, pour que les entreprises respectent les normes et les exigences. Tout le monde souligne la complexité, la multiplication des acteurs à prendre en compte. Comment le contrôle de cette complexité croissante prend réalité dans votre travail? Merci, bonjour à tous. Peut-être première chose, ce n'est pas l'État le garant de la sécurité des activités industrielles. Le premier garant, c'est l'exploitant. Et je crois qu'on a eu ici toute une série de démonstrations que les exploitants prennent ça très à cœur et qu'ils doivent au premier lieu mobiliser l'ensemble de leurs équipes. Et que je partage parfaitement ce qui a été dit et complètement ce qui a été dit par l'ensemble des intervenants. Après, pour venir plus spécifiquement à votre question, à quel type de complexité nous, puissances régulatrices, si on regarde les activités industrielles, on est confrontés? D'abord, on a qui sont liés à la vie même des entreprises. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans ou 30 ans, un site industriel, une plateforme, un territoire, c'était un exploitant. Et ça crée une certaine forme de dialogue. Ce principe-là, il a plutôt volé en éclats. C'est-à-dire que d'abord, on a des grandes plateformes industrielles historiques qui appartenaient à un grand exploitant, je ne sais pas, par exemple Rhône-Poulenc, qui ont été, pour des tas de raisons, séparés en plusieurs bouts et qui ont été vendus à des entreprises différentes et qui fait qu'aujourd'hui, sur une même plateforme et qui s'interconnectent entre eux, alors je pourrais presque utiliser le terme de coactivité, on a plusieurs exploitants, mais parfois même avec un seul exploitant sur un seul terrain, on va avoir des équipements qui relèvent de plusieurs business units de l'entreprise, qui chacune va avoir sa hiérarchie, qui peut potentiellement être dans des pays du monde différents, et avec des donneurs d'ordre. Et donc du coup, en termes d'interlocuteurs et de façon d'interagir, nous, par rapport à un site qui est lui dans son territoire, et un territoire qui est unique, ça pose un enjeu particulier.
On a un sujet des technologies aussi, c'est-à-dire qu'on a sur notre territoire à la fois des équipements, des structures qui datent des années, disons, 50, 60. À une époque, il y a eu une forte industrialisation et qui sont encore là aujourd'hui, et qui peuvent poser à la fois des questions de vieillissement ou d'une certaine forme d'obsolescence, parce que les jeunes, les nouveaux arrivants qui arrivent et qui vont devoir piloter ces sites-là doivent être capables de se reprojeter rétrospectivement sur comment on pilote des choses qui ont été conçues dans des décennies plus anciennes. Et puis on a aussi, alors soit sur le même site, soit sur des sites flambant neufs, des technologies très modernes, des investissements très modernes, le numérique dont on a parlé, qui apporte plein de gains. On a parlé d'intelligence artificielle, voilà, ça permet des progrès, et notamment de pallier la faiblesse humaine, mais c'est aussi porteur de ses propres vulnérabilités spécifiques, et il faut adapter en conséquence nos réflexions. Troisième mot, on a parlé de l'emploi, on a parlé de l'humain. Il y a des vrais sujets vus de chez nous sur la question des ressources ou des talents humains. Alors il y a la question de la sous-traitance, qui n'est pas une question complètement nouvelle, mais même quand on est au sein d'une même entreprise et indépendamment de toute sous-traitance, de toute cascade, je suis assez frappé, par exemple, juste avant l'été, j'étais en déplacement sur l'usine de ArcelorMittal à Fos-sur-Mer. Et la personne l'un des patrons qui m'a accompagné pendant tout le déplacement sur le site, c'était un ancien Lorrain qui avait été envoyé comme d'autres Lorrains lors de la fondation des premières années de cette usine à Fos-sur-Mer pour y injecter tout le savoir-faire lorrain et faire en sorte que cette usine, qui s'appelait Solmer à l'époque, Société Lorraine et Méridionale de laminage, puisse prendre son essor. Bon. Et ce monsieur, qui était un sage et qui m'a appris plein de choses et avec qui j'ai eu plaisir à discuter, est resté fidèle dans son engagement à son entreprise et même à ce site-là pendant des années, il est encore là. Je pense que ce modèle où on est fidèle à son entreprise et qu'on s'engage pour très longtemps, c'est plus vraiment la réalité, en tout cas pour toute une partie des personnes qui sont aujourd'hui sur le marché du travail, et que ça pose des questions dans la capitalisation de l'expérience, du savoir-faire, dans les procédures qu'on met en place, dans la façon dont on s'organise. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il faut qu'on soit capable de s'adapter les uns les autres, les entreprises en premier lieu, mais aussi évidemment la puissance régulatrice dans les demandes qu'elle envoie. On pourrait mentionner aussi, à l'instar de ce qui a été dit, l'attente sociétale. La relation à l'usine, à l'industrie a changé, à l'industrie dans la ville. L'acceptabilité ou la capacité à composer avec des nuisances ou des contraintes qui sont liées à une activité économique, une activité industrielle, ça a évolué. La relation à l'autorité de l'État, parfois même à la relation à la parole de l'expert. Il y a aujourd'hui des choses qui sont ouvertes au débat, qui n'étaient pas forcément ouvertes au débat précédemment. Et donc, dans l'interaction qu'on a, je partage complètement ce qui a été dit sur le fait de dire d'abord le public est mouvant. Je pense que le public n'est pas un et uniforme. Et nous, on a à la fois des gens qui vont venir, lorsqu'on a un débat ou une discussion, avec des questions simples et de bon sens. Et ça, c'est toujours agréable, rafraîchissant. Avoir des gens qui vont être hyper pointus techniquement et qui vont venir nous poser des questions très techniques, mais dans un débat assez ouvert. Et puis on va aussi avoir parfois, il faut le dire, et de plus en plus aujourd'hui, des gens qui arrivent avec une conviction très forte de ce que devrait être l'intérêt général, et qui parfois est une vision d'intérêt général qui diffère de ce qui est peut-être l'objet social même de l'entreprise, ou de ce que le ministre ou le préfet qui est là et qui est lui-même censé réputer porter un intérêt général, ou le maire, bien sûr, pardon Nicolas, sont réputés porter. Et du coup, il y a un tel choc de principe même dans les racines, au fond, qu'en réalité le dialogue a l'air visible et audible, mais n'est pas réel. Et la racine du débat est plus profonde. Et donc nous, notre rôle de puissance publique par rapport à tout ça, c'est d'abord essayer de saisir cette complexité économique, technique, humaine, essayer de poser les bons diagnostics, et puis après mettre en place des cadres qui apporteront le plus de garanties possible, mais sans se substituer à la responsabilité évidemment des exploitants, pour guider tout le système. Et notre deuxième responsabilité, c'est être capable de créer cet espace de dialogue avec toutes les parties prenantes, tous les représentants de la société, pour essayer de construire ensemble ce qu'est notre vision commune de la maîtrise des risques sur notre territoire ou notre société française. D'accord. Finalement, vous avez tous beaucoup parlé de l'humain, évidemment, du dialogue qui est nécessaire. On a parfois le sentiment que la sécurité n'est pas un objet de dialogue. Est-ce qu'elle est négociable ou est-ce qu'elle est explicable simplement ? Qui a envie de répondre ? Alors, l'épreuve de philo cette année a été avancée au mois d'octobre. À titre personnel, moi je trouve qu'on peut débattre et qu'on peut discuter de la sécurité. L'expérience que j'ai, c'est qu'il y a rarement des divergences, et c'est la chance de mon métier, sur le fait de dire on essaye d'aller vers le zéro accident, alors le risque zéro n'existe pas, etc., mais essayer de tendre vers le zéro accident, tout le monde partage cet objectif.
Après, le chemin à parcourir, à qui mettre les responsabilités, qui doit apporter les ressources, les moyens, que ce soit des méthodes, des outils, etc. Ça peut faire l'objet de divergences et parfois de débats. Et ces débats, comme je disais, des fois on arrive à les placer au bon niveau parce qu'on a des gens qui ont le même référentiel, qui ont le même type d'approche et qui vont du coup s'entendre entre eux. Et il y a des fois, on ne va pas avoir réussi à capter bien parce qu'en fait, tout le monde est légitime à avoir un regard. Et je reprends ce que disait tout à l'heure Nicolas, l'expression « il n'y a pas de toxicité aiguë, comme il le sait, n'est pas de moi ». Donc j'en accepte bien volontiers la critique. Mais je partage le fait, une fois j'avais eu l'occasion, d'ailleurs à Rouen, lorsque j'avais été invité, à dire à quel point j'ai moi-même certaines interrogations parfois sur les structures de concertation mises en place par l'État pour discuter avec des riverains, avec les représentants des entreprises ou des salariés de la sécurité autour de tel site ou tel bassin. Et la réunion elle a lieu en préfecture, donc sous les ordres de la République, qui parfois peuvent écraser des gens, les vrais gens qui n'ont pas l'habitude de ça, avec beaucoup de gens qui savent bien parler et qui savent parler en public, etc., ce qui n'est pas forcément le cas d'un certain nombre de citoyens. Et puis, vous allez avoir le préfet, et puis l'exploitant, avec son directeur technique qui va venir dérouler des démarches techniques, sans doute très puissantes sur un plan technique, mais bourrées de mots avec 4 ou 5 syllabes, et le représentant de l'administration, par exemple, l'inspection des installations classées, pour reprendre le terme qui a été utilisé très précis tout à l'heure, qui elle-même ne va pas hésiter à y aller en termes de technique et de machin. Regardez ce que j'ai imposé, les capteurs, les ceci, les cela. Franchement, tout va bien. Et honnêtement, ce décalage de décorum, de structure, de savoir parler en public avec des beaux termes, de niveau technique, ça peut créer un décrochage avec un certain nombre de gens. Et c'est cela qu'il ne faut pas qu'on rate et qu'on oublie, parce que quand on n'est pas tous ensemble, eh ben on n'est pas tous ensemble. Merci. Je vous propose de partir sur une deuxième question qui est assez différente de la première et qui est plus sur l'intérêt à fertiliser le savoir qu'on a sur sécurité avec d'autres entreprises, d'autres secteurs. Et peut-être dans une réponse courte, vous pouvez me dire si c'est quelque chose qui est assez central dans la vision de vos activités ou si finalement les choses sont si différentes d'un secteur à un autre que l'hypothèse de pouvoir porter de la solution qui vient d'ailleurs n'est pas très, très réaliste. Guillaume Faury ? Je pense que la réponse est dans la question. La sécurité ou la gestion des risques est extrêmement complexe. Beaucoup d'acteurs s'en emparent. Et donc, on apprend énormément au contact des autres. Et même si des solutions ne sont parfois pas directement transposables, il y a beaucoup de sources d'inspiration qu'on peut trouver dans d'autres industries ou dans d'autres acteurs. Je parlais tout à l'heure de la coopération qu'on a dans l'aviation avec les compagnies aériennes. En fait, chez Airbus, on a appris beaucoup de certains de nos opérateurs et de certaines compagnies aériennes. Chez Airbus Avions Commerciaux, on a appris beaucoup de JAL, les Japonais, aux hélicoptères et pour nos activités d'essai en vol, qui sont très spécifiques à un constructeur. On s'est beaucoup inspiré de ce qu'on a vu développer et mis en œuvre chez un opérateur qui s'appelle Hong Kong Government Flying Services, qui fait des opérations de search and rescue, donc pas des essais en vol, mais quelque chose aussi de très inhabituel et très spécifique. Et ils avaient développé un outil, un savoir-faire et une façon de travailler qu'on a trouvé très inspirante et qu'on a utilisé. Et puis en termes de méthodologie, on a appris beaucoup de la défense, des grands programmes de défense, on a appris beaucoup du nucléaire. C'est vraiment un domaine avec lequel on a beaucoup échangé. Et puis il y a des échanges qui sont moins évidents, mais je crois qu'on gère la sécurité d'une certaine façon quand on le fait avec son intelligence rationnelle, de façon un peu mécanique, et puis on le gère d'une autre façon quand on le fait avec l'intelligence émotionnelle et avec l'exposition aux conséquences d'une absence de sécurité. Moi, il y a des expériences personnelles qui m'ont très très fortement marqué, pour ne pas dire traumatisé, et qui font qu'on est un acteur différent de la sécurité quand on y est passé. Vous parliez d'AZF tout à l'heure. AZF, il y a un mémorial qui est le long de la Garonne, où je suis passé par hasard en allant courir un matin. Il est extrêmement puissant. Je me suis arrêté, j'étais en tenue de course à pied, et j'ai fait le tour, et j'ai regardé tous les panneaux, je les ai lus un par un. Vous n'êtes pas la même personne dans la gestion des risques quand vous avez passé une demi-heure, à la fin avoir vraiment froid d'ailleurs, à lire ce qui est écrit. C'est remarquable. Et ça, j'ai trouvé ça marquant. Finalement, c'est de la coopération entre secteurs très inattendue. Mais c'est vrai que l'exposition aux gens qui ont vécu ou qui ont appris de certains accidents, de certaines situations, est extrêmement riche. Et d'ailleurs, on essaye de le propager chez nos équipes. On a
des centres maintenant physiques où on amène les employés et où on leur montre des images d'accidents aériens, des choses un peu dures, et toute la méthodologie et le système de sécurité qui va avec, pour qu'il n'y ait pas seulement l'intelligence, je dirais, conceptuelle, mais qu'il y ait bien l'intelligence émotionnelle qui soit accrochée. Je voudrais réagir à ce que je vous ai entendu dire tout à l'heure. Je pense que la sécurité, il faut qu'on s'en empare tous ensemble. Quand le représentant de l'État, à une table ronde, commence par dire « la sécurité, c'est pas nous, hein. On n'en est pas responsable, c'est les autres », je trouve ça préoccupant. Et je le dis avec beaucoup de bienveillance parce que j'ai un parcours où je n'ai pas tout fait bien dans ma vie sur les sujets de sécurité. Donc, mais c'est vraiment quelque chose dont on s'empare tous ensemble et qu'on soit tous un peu responsables de ce qui se passe. Et dans Airbus, quand j'entends des gens dire non, la sécurité, c'est pas moi, ou ce point-là, c'est pas moi, je dis non, mais on est tous responsables de tous les passagers qui montent dans un Airbus un jour. Donc la sécurité, c'est un sujet qu'on s'approprie ensemble. Et c'est une démarche. Après, c'est jamais parfait, hein. On vise 0 accident, mais on sait que c'est extrêmement difficile à obtenir, et puis que chez l'humain, il y a beaucoup de fragilité, de vulnérabilité, et on n'est pas le même le lundi matin que le mardi matin que le mercredi matin, ou à un tel endroit, à tel endroit. Donc je pense qu'il faut rester très humble, mais oui, c'est un sujet qui a des dimensions multiples, et donc qu'on trouve beaucoup ailleurs à apprendre, à découvrir, à comprendre, à s'inspirer techniquement ou, je vais dire émotionnellement, c'est peut-être un petit peu excessif, mais oui, en tout cas dans la compréhension de ce que c'est vraiment l'impact du risque et la façon dont on peut appréhender sa propre contribution à l'amélioration de la sécurité. Et je vois à nouveau que j'ai dépassé mon temps, donc je m'arrête à nouveau. Laurence Parrier. Oui, nous aussi, on apprécie beaucoup de partager parce que les démarches sécurité, elles nécessitent de mettre quand même beaucoup d'énergie parce que finalement, il faut quand même se renouveler pour passer les messages, pour avoir envie que les collaborateurs se mobilisent, pour que les partenaires se mobilisent, pour que tout le monde trouve un intérêt commun. Donc ça veut dire que ce ne sont pas des règles qu'il est intéressant de partager, mais plutôt des méthodes, du retour d'expérience, de tout ce qui a pu être fait, en particulier sur le facteur humain. Et ça, nous, on apprécie beaucoup d'avoir la capacité, et d'ailleurs, on profite pour remercier l'ICSI, le 20e anniversaire permet de le faire, parce que c'est vrai qu'on trouve avec l'ICSI un partenaire qui permet de nous amener finalement de l'expérience qu'il connaît des autres industriels qu'on n'a peut-être pas toujours l'occasion de croiser. Ça, c'est très important. Ça veut dire hors de notre champ, parce qu'on est aussi capable de trouver des choses qui peuvent être appliquées à notre métier, des technos nouvelles, des façons de regarder des sujets qui finalement nous intéressent. Ben voilà, par exemple avec les drones, nous on utilise des choses avec les drones qu'on a vues chez d'autres industriels et qui nous intéressent. Et puis il y a aussi aller voir ses pairs, et nous le faisons à travers le monde avec nos collègues, voilà, parce que forcément on a des façons d'appréhender la sécurité, des ouvrages qui sont parfois différents, des méthodes de maintenance ou autres, et c'est très intéressant justement d'aller se faire challenger en les recevant et d'aller challenger aussi nos collègues, nos pairs pour cela. Donc oui, évidemment, ce partage d'expérience, il est essentiel. En sécurité, on se réinvente tous les matins. Merci. Est-ce que c'est pareil dans la ville? Est-ce que fréquenter les autres maires, c'est très important pour connaître leur expérience? Oui, et on ne le fait pas assez. Alors, j'allais d'abord répondre sur les industriels du point de vue d'un territoire. Ce qui est frappant souvent, et Cédric l'a un petit peu dit tout à l'heure, c'est probablement lié au turnover, au changement de responsabilité. Vous avez des sites qui passent d'une propriété à une autre, etc., y compris sur un plan mondial. Et le maire de la commune... Bon, il reçoit l'information quand il la reçoit. Et ce n'est pas une attaque de qui que ce soit, mais enfin, il n'est pas toujours le premier informé et dans la meilleure transparence. Et en fait, du coup, on arrive à des situations où, territorialement, des acteurs économiques, industriels par exemple, pas que, sur un même territoire, sur un même espace géographique, et du point de vue du citoyen, c'est ça qui compte. C'est ce qu'il a à côté de chez lui, là où il bosse, là où il se déplace, là où il va faire son jogging. Mais bien, n'ont pas forcément pris la peine ou pris le temps de travailler ensemble. Je reprends l'exemple de Lubrizol, et sans rentrer dans des détails, on s'est aperçu au moment de l'incendie
que peut-être que si on avait mutualisé telle ou telle mousse par exemple, un feu d'hydrocarbures, peut-être qu'on serait allé plus vite pour éteindre le feu. On a dû aller en chercher un peu plus loin que si on avait réfléchi ensemble sur les sites Seveso, seuil haut locaux. Ce que je dis mériterait d'être nuancé, mais c'est pour donner un exemple qu'on a quand même, je pense, encore une marge de progrès dans le partage, non seulement des bonnes pratiques, comme vous disiez, mais tout simplement des moyens. Alors là, je viens de parler des moyens techniques, mais il y a aussi les moyens humains, parce que Cédric l'a dit, maintenant, il y a plus de turnover des personnels. Et là, je voulais insister sur un point, et Madame Léon sera beaucoup plus qualifiée que moi pour en parler, c'est le rôle notamment des organisations syndicales. Et je dis ça vraiment parce que je pense nous, pouvoirs publics et les industriels, avons tout à gagner à parler de sécurité et à travailler sécurité, et donc ce que je disais tout à l'heure sur la formation professionnelle, par exemple, avec les représentants syndicaux des sites. Là encore, vous allez dire que c'est une obsession, mais c'est parce que c'est un exemple éclairant. Sur Lubrizol, il n'y a pas eu de mort comme pour AZF, mais les premiers meurtris par ce qui s'est passé du point de vue réputationnel dans l'incendie de Lubrizol, ce sont les salariés de Lubrizol qui, tout d'un coup, ont eu le sentiment qu'ils se faisaient traiter de voyous. Leurs enfants à l'école le lendemain, c'était ton père ou ta mère travaille dans une entreprise qui est une entreprise voyou, qui pollue tout le monde. Et voilà. Et je ne vous raconte pas s'il y avait eu des blessés ou des victimes ou des morts. Donc, alors que ce sont des gens qui sont attachés à leur outil de travail, vous vous souvenez de la raffinerie de Petroplus, peut-être, dernière raffinerie à Rouen qui ferme en 2014. Les ouvriers, un mot qu'on n'a pas encore employé, de Petroplus, ils appelaient leur raffinerie leur mémé. Leur mémé. Il y avait un attachement. Et ça existe toujours. Vous l'avez dit sur la question de l'affectio societatis. Il est toujours là. Et on doit s'en servir sur la sécurité. Et je pense que les corps intermédiaires, de manière générale, ont un rôle, à mon avis, décisif nous, pouvoir public, n'exploitons pas assez, au bon sens du terme exploité. Merci. Une interrogation directe pour Marie-Lise Léon sur le rôle des syndicats. Je ne peux être que d'accord. Merci beaucoup de l'envoi de la perche tendue. Oui, je suis d'accord parce que en cas d'accident, donc lorsque la prévention n'a pas permis d'éviter l'accident, la question du clivage de la tension et très vite se met une ligne de démarcation entre il y a le dedans et le dehors de l'entreprise. Et les salariés, en général, ils sont les deux. Ils sont dans l'entreprise, mais ils sont aussi citoyens. Ils habitent en général à proximité. Et donc, ils sont totalement coupés en deux et sont souvent confrontés à ces difficultés. Donc oui, il y a un vrai enjeu à pouvoir... alors, il y a des espaces de dialogue, multiparties prenantes. Il y a eu les comités locaux d'information et de concertation. Dans le cadre des installations nucléaires de base, les comités locaux d'information, etc. Et je pense que c'est en multipliant ce type d'espace qu'on peut apaiser les choses et chacun dans son rôle pouvoir dire les enjeux et faire en sorte qu'il puisse y avoir à la fois du vivre et du faire ensemble. Moi, je voulais juste revenir sur un certain nombre d'éléments qui ont été dits. Je pense que quand on dit prendre en compte les facteurs humains et organisationnels, ça a été dit, on a tous et toutes été marqués par des événements. Quand on est salarié d'une entreprise où il y a un accident industriel, on n'est plus jamais le même. Ça transforme les individus. Moi, ce que j'espère, ce qu'il faut, ce vers quoi il faut tendre, c'est qu'il faut aussi que les entreprises qui connaissent ce type d'accident ne soient après plus jamais les mêmes. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas, mais ça veut dire qu'en termes d'organisation, il y ait vraiment une réflexion sur ces transformations. Et puis un point sur la question de la responsabilité. On parle beaucoup de sécurité, de responsabilité. Moi, je déplore que dans beaucoup d'entreprises, l'approche de la sécurité, elle se fait d'abord en termes de mise en conformité juridique, réglementaire. Alors c'est important, c'est un cadre qui permet à chacun de savoir qui est responsable de quoi, mais que la question de la culture de la sécurité, ça n'est pas que de la mise en conformité juridique ou législative. Si on veut justement intégrer la question des facteurs humains et organisationnels, il faut aller au-delà, regarder ce qu'est le travail réel et quels sont l'ensemble des éléments qui concourent à cette sécurité. Et que ça me semble insuffisant d'avoir que cette question juridique qui ne pose en fait au bout du bout que la question de la responsabilité.
Cédric Brouillet, c'est une forme d'animation de la communauté des entreprises qui permet de les mettre en synchronie, ou est-ce que c'est aussi une comparaison avec d'autres systèmes de contrôle et un enrichissement qui peuvent être transversales dans la vision? Alors, c'est les deux. D'abord, pour rassurer par rapport à l'intervention de tout à l'heure, c'est bien sur la formule « l'État est le garant » que j'avais réagi. En disant, on ne peut pas dire que l'État serait le garant et que tout le reste du monde serait déresponsabilisé. Et par contre, on a tous une responsabilité. Le premier, c'est l'exploitant. L'État ne s'y substitue pas. C'est bien lui qui sait comment s'organiser, qui embauche, etc. Mais nous avons tous une responsabilité, aucun doute là-dessus. Sur la comparaison et l'enrichissement mutuel, moi, je partage pleinement ce qui a été dit. On regarde beaucoup de choses de notre côté, effectivement, du côté entreprise. On a mentionné l'aéronautique, on a mentionné le nucléaire, on a mentionné l'activité industrielle. On a regardé aussi le yaourt. On disait tout à l'heure plusieurs millions de passagers par jour dans des Airbus. Il y a des dizaines de millions de yaourts consommés chaque journée. Et il y a quand même très peu de dérapages dans la chaîne logistique complète qui pourtant implique plusieurs personnes. Il n'y a pas que l'usine de fabrication. Et donc c'est des choses qu'on a regardées aussi pour essayer d'identifier les bonnes pratiques et d'apporter notre pierre à l'édifice des entreprises sous forme de guide, sous forme de contenu pédagogique ou parfois sous une forme plus autoritaire qu'on appelle la norme réglementaire. Mais c'est aussi une culture, nous, du côté des autorités de contrôle. On a énormément d'échanges avec nos homologues européens, voire internationaux, en tout cas des grands pays de l'OCDE, pour essayer de s'enrichir. Et je voudrais m'associer aux remerciements ou aux encouragements pour l'ICSI, c'est-à-dire qu'on est capable d'avoir un dialogue avec les entreprises et on apprend beaucoup de choses et on espère que ce dialogue est riche pour elles aussi. Mais il y a quand même la relation du contrôleur et du contrôlé, ou en tout cas du faiseur de normes. Voilà. Quand on a une instance tierce qui permet de sortir de notre quotidien, de nos lieux, qui permet de ne pas être forcément dans une relation telle qu'on pourra la connaître par ailleurs, sur un plan plus administratif ou un plan plus réglementaire, ça apporte un petit plus aussi. Et donc, on a très utilement besoin d'institutions comme l'ICSI. Merci. Peut-être une dernière question pour clôturer cette table ronde autour de tout ce qu'on a traversé, réseau d'acteurs, sous-traitants de plus en plus nombreux, complexification. Est-ce qu'il faut, dans votre avis, aller vers une espèce d'uniformisation de la conception de la sécurité chez ces réseaux d'acteurs, certains étant des acteurs riches, d'autres des acteurs moins riches? Ça pose le problème des chaînes de sous-traitance, ça pose le problème de l'ensemble des acteurs et de leur capacité sur le terrain. Est-ce que c'est une direction que d'aller vers la recherche d'un socle commun et d'un niveau de socle commun qui permet de se garantir d'une certaine façon d'une homogénéité? Guillaume, je peux peut-être dire quelques mots, c'est un sujet qui m'est cher. Dans une entreprise globale, internationale, exposée à pas mal de segments de marché, tout standardisé est dévastateur, rien standardisé est dévastateur. D'accord. Donc il faut arriver à trouver les endroits où ça a du sens et ça crée de la valeur. Globalement, ça crée de la valeur de faire des choses en commun, et puis ne pas vouloir le faire à tout prix, en particulier quand c'est contre-productif. Et une fois qu'on a dit ça, il n'y a pas de solution miracle. Il faut effectivement regarder les choses de façon assez pragmatique, avec de l'ambition, mais assez pragmatique, et puis prendre des décisions qui sont parfois dans un sens, parfois dans l'autre. Je ne crois pas que la solution de la standardisation absolue soit une solution viable, tout simplement. D'accord. D'autres ont envie de répondre? Laurent? Moi, je crois de la même manière que standardiser, enfin je ne vais pas reprendre ni paraphraser, je ne crois pas non plus à ça. Je crois que ce qui est le plus important, c'est de partager les risques. La compréhension des risques, des risques majeurs, et donc de se mettre autour de la table quand on partage une même activité, co-activité, une même zone, et pour se dire comment chacun les appréhende, à une gestion de ces risques, et ensuite à chacun dans son entreprise avec ses collaborateurs pour le mener. Mais la compréhension, le partage des risques, c'est un élément essentiel. Non. Pas d'autres commentaires sur ce sujet. Pour terminer, on a encore quelques minutes. On parle beaucoup de réindustrialisation, c'est évidemment un sujet qu'on a évoqué et qui est dans le tempo du gouvernement et de la France.
On peut se poser des questions sur tous les risques qui sont portés par les risques industriels et par l'acceptabilité finalement de cette réindustrialisation. Est-ce que c'est un point sur lequel il y a des choses qui pourraient être faites mieux que ce qu'elles sont, ou des recettes qui vous paraîtraient importantes à mettre en place pour cette acceptabilité des riverains, des travailleurs aussi, et globalement de tous les acteurs qui sont mobilisés? Moi, je veux bien dire un mot. Moi, j'entends le discours de la nécessité de réindustrialisation, je la partage. La question, c'est pour faire quoi? Donc moi, j'ai une conviction, c'est que l'enjeu de la réindustrialisation, c'est de permettre d'accélérer la transition écologique et faire en sorte que cette transition écologique, elle soit une transition écologique juste. Ça veut dire qu'il y a un enjeu, et je refais juste un petit pont avec ce qui a été dit précédemment sur l'enjeu de développer une culture commune, une culture de sécurité qui est basée sur une culture scientifique. Et je suis, pour ma part, petite parenthèse, assez inquiète du discours politique ambiant autour du climato-sceptisme et de certaines remises en question qui nieront en s'appuyant sur le fait que ceux qui vont être directement concernés vont subir la transition écologique et qu'ils seront les grands perdants. Je pense que c'est totalement irresponsable et qu'il y a une possibilité d'avoir une réindustrialisation qui permette cette transition écologique juste, et donc où les questions sociales ne sont pas qu'une question de variable d'ajustement, et qu'il peut y avoir du plus et du mieux pour tout le monde. Voilà, donc la question autour de cette... Je pense que le sujet de fond, c'est pourquoi faire. Qu'est-ce qu'on veut affronter comme défi, vers où on veut aller. Le récit qu'on veut écrire. Alors le récit, l'histoire, mais surtout comment on répond aux défis du moment. Et le défi du moment, c'est l'enjeu climatique, l'enjeu démographique, mais l'enjeu climatique est majeur. Merci. Quelqu'un aussi? Oui, Guillaume? Au risque d'être un petit peu d'amener la controverse, je pense qu'il faut essayer d'avoir une vision un petit peu globale de l'appréciation des opportunités et des risques. Je suis assez frappé par le grand écart entre la façon dont les États-Unis approchent le progrès et dont la façon dont l'Europe protège des risques du progrès, ou des risques liés à toute nature de changement. Et le cadre ou l'évolution réglementaire effrénée dans lequel s'inscrit aujourd'hui les Européens, parce que je ne veux pas pointer du doigt l'Europe nécessairement, mais les Européens, la culture européenne, va aller traiter chaque risque un par un, finalement en rendant le système assez hyperstatique et difficile de le faire bouger, et finalement assez peu capable de créer des opportunités et d'aller regarder l'équilibre entre les risques et les opportunités. Et donc quand on se regarde de l'intérieur, on a l'impression qu'on traite les risques de façon sérieuse, un par un, on met plein de règlements pour traiter tous les sujets, et puis quand on le regarde plutôt outside in, je ne sais pas comment on dit en français, de l'extérieur, et en se comparant avec d'autres modèles qui existent dans le monde, je pense qu'il faudrait qu'on remette en cause l'appréciation du risque, non pas par le risque lui-même, mais par l'équilibre entre les opportunités et les risques, ou la capacité de résoudre des problèmes versus d'en créer des nouveaux. Et dans un monde qui est en changement extrêmement rapide, le changement climatique en étant un, être hyper statique, c'est être incapable de s'adapter au changement. Darwin, ceux qui survivront ne seront pas les plus intelligents ou les plus forts, mais ceux qui seront le mieux capables de s'adapter au changement. Je pense que ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on remette en cause en Europe aujourd'hui, et je pense qu'il y a urgence. Je propose qu'on arrête la table ronde sur ces propos forts. Merci.